Toujours motiver son pote en l'appelant sac à merde. Let's go, sac à merde. Yes. Bon les gars, du coup bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui à Olympia Gym. Je suis bien reposé, je fais une bonne sieste dans le taxi. On est à Sharjah, juste à côté de Dubaï, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Exact. Et donc aujourd'hui c'est training Pool. pool. Il fait 50 degrés dehors. Training pool. Moi je me suis mis un t-shirt. Il fait 50 dehors et 18 dedans. C'est à peu près la normalité dans les salles à Dubaï. Je te laisse présenter le training puisque je sais pas ce qu'on va faire. Alors, C'est la surprise. le but c'est qu'il y ait quand même une petite vidéo à but éducatif aussi. Donc on en profite pour faire déjà, comme je le disais hier, des séances type push-pull legs. Alors c'est pas forcément ce qu'on fait toute l'année, mais c'est vrai que c'est plus facile pour pouvoir vous condenser de l'info sur cette période de semaine de tournage. Donc pour aujourd'hui, je vais quand même vous donner des tips pour construire une séance de dos que je juge idéale. Séance de dos idéale que nous n'avons pas fait depuis que nous sommes arrivés ici. Parce que tous les deux des petites blessures à droite à gauche qui font que la séance idéale ne peut pas être réalisée, mais je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc on ira voir dans la salle ce qu'on peut faire, mais en règle générale, ça devrait partir sur un bon 3-4 exos de dos, 2 de biceps, 1 d'arrière d'épaule. Donc on va voir, parce qu'il y a quand même énormément de matos, donc je pense qu'on va s'amuser. Et on va les visiter, puisque la dernière fois que je suis venu, la disposition de la salle n'était pas comme ça. Donc on va aller checker ça et préparer la séance avec vous sur le tas. C'est important. Chaud. Ok. Ah, je suis chaud pour les biceps là. Je sais pas s'il me restera du jus, mais je suis chaud. Je prends un Epic Juice derrière. Bon, on part pour une belle séance de dos, biceps and rear delt. Tu parles en anglais toute la vidéo? Ouais. Donc, brave séance de dos. J'essaie de vous donner des exemples de structure de dos pendant la séance. Alors, comme je disais à Théo juste avant, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la séquence, mais c'est vrai que sur les séances de dos, j'aime programmer une variante de soulevé de terre. Alors après, la place du soulevé de terre dans une séance de dos, entre début ou fin de séance, est discutable. Et j'aime bien, notamment pour le boulot des érecteurs. On ne le fait pas et on ne le fera pas aujourd'hui parce que Théo est blessé au niveau des lombaires. Et moi, j'ai passé 5 semaines avec des tendinites de partout. Donc j'ai les poignets qui commencent à rentrer dans l'ordre, mais là, on ne va pas s'y amuser dessus. Donc pour aujourd'hui, vous ne verrez pas de soulevé de terre. Mais si vous voulez de gros érecteurs et que vous pouvez vous le permettre, je vous recommande d'avoir une variante de deadlift. C'est pas la Théo. Ah merde. Je t'ai suivi moi. Hop. Une variante de deadlift avec le buste le plus parallèle par rapport au sol. RDL, SLDL, pas forcément avec le dos, vous pouvez aussi le caler sur la variante que vous avez choisie avec les ischios. Si vous avez une séance que d'ischio, une séance de shed post ou peu importe, c'est envisageable. Du coup, premier exo, on part sur un grand dorsal en uni. Je espère avoir une petite Nautilus à dispo, elle n'y est pas. Donc on a pris ce qui s'en rapprochait le plus. Les exos de grand dorsal, en règle générale, toujours amorcer le mouvement, du coup de penser à bien baisser son épaule. Et justement, quand on vient s'étirer sur la partie haute du mouvement, quand on engage le mouvement, de penser à baisser l'épaule et pas de venir rétracter l'omoplate. Le but, c'est pas de faire un mouvement de trapèze justement, mais de venir vraiment, comme un pullover en fait, de venir baisser l'épaule pour faire son tirage. Donc n'hésitez pas à le découper en 2 temps, dans un premier temps, et après de le faire idéalement en une fois. Si vous êtes débutant, bien entendu, c'est des tips qui viendront avec le temps. Ce que je disais pour les débutants, c'est saccader ton mouvement de fait. Ouais, t'apprends, décompose. Je vois. Donc épaule basse, pas en rétraction, évitez de tricher inutilement. Épaule basse pour engager, venez vous étirer, et c'est là où justement le tempo est important. Donc je le répète souvent pour mes clients. Contrôlez la phase négative de manière à ce que ce soit naturel pour vous dans un contrôle de l'exo. Il y a des exos où 3-4 secondes d'excentrique peuvent rapidement être des excentriques qui sont
relativement rapides, des exos de grandes amplitudes. On a un swing squat là-bas. Amusez-vous à faire un swing squat en mesurant 1m80 ou 90. 3-4 secondes d'excentrique, c'est pas si rapide que ça pour contrôler simplement le mouvement. Là, on est sur 2-3 secondes. En réalité, on ne le time pas. On s'étire, on contrôle. Par contre, là où je ne vous recommande pas d'être explosif sur le haut du mouvement, justement pour ne pas avoir de momentum, de vraiment venir vous étirer, prendre du temps ici pour avoir le temps d'engager justement le mouvement avec le grand dorsal. Si vous avez trop de momentum sur la partie haute du mouvement, ça sera compliqué pour vous d'arriver à engager le grand dorsal sur la phase de tirage, donc la phase concentrique. Bien entendu, plus vous avez d'expérience et de contrôle sur le mouvement, plus vous pouvez vous permettre d'être explosif. Mais là, on parle d'un niveau qui est relativement avancé. Si vous êtes de bons intermédiaires, passez du temps justement sur les changements de direction sur le mouvement. Pareil pour les pectoraux, il en parlait dans la vidéo couche que vous avez déjà vue. Vous êtes sur la pause sur votre machine ou vos haltères, vous n'êtes pas une demi-seconde près pour vous repositionner, pensez être bien placé, engager le mouvement avec vos pectoraux. C'est la même chose sur ces tirages-là. Passez du temps sur les fins de phase excentrique avant de pousser ou tirer dans ce cas-là. Et puis même, je rajoute un truc à ce que tu disais. Tu as dit plus vous avez d'expérience et même plus vous avez de viande aussi. Oui, ça compte. Bon, ça va avec, mais je le dis. Théoriquement, les deux vont avec. Type super important, toujours motiver son pote en l'appelant sac à merde. Super important. Allez, let's go sac à merde. Yes. Pourquoi tu rigoles? Tu m'as tué ma série, gros. Ouais. Vas-y là. Putain. Gros, tu me fais rire sur une série de travail. Pourquoi tu rigoles pour ça? Je sais pas, drôle. C'est super drôle. Eh, t'as vraiment un humour de merde hein, pour rigoler à ça. C'est ta tronche là. 8. 5. 6. J'ai rien fait. Tout seul. Voilà. Tout seul. J'ai rien fait. Ce que j'étais en train de dire en tout, les gars, c'est que là je viens de faire mon bras gauche, j'ai démarré par mon bras faible. Bon, je pense que lui aussi. J'ai coupé ma série, il passe. C'est l'avantage quand vous êtes deux. Comme ça, j'ai juste le temps de récupérer avant d'attaquer sur mon bras droit, éviter de démarrer mon set fatigué. Et même quand vous êtes tout seul, moi c'est vrai que j'ai pris l'habitude du coup de prendre au moins 45 secondes, voire peut-être une petite minute vu que je time pas ces repos-là entre les deux bras avant de passer à l'autre pour conserver ma force, récupérer mon souffle et rester concentré. Yep. Oh, je sens ma contracture dans le dos. Où ça? Oh, en fait, quand je m'étire le... Quel côté? Ouais, à l'intérieur, là. Là Ouais. Là, un peu plus haut. À peine. Là. Oh, en fait, comme là, j'ai... là. Ouais. Enculé, gros. Oh là là. T'as vu? Putain. J'allais dire t'es dur de ouf, mais c'est chelou. T'envoies une transition, Bastien, t'es chaud? Regarde, je fais claquer les poids et après on part sur la série, ok? Elle contracte bien. Ouais. Bien là-dessus. Je te fais des animations et tout, gros. Nouvelle animation. Je m'essuie la sueur quand je fais ça, bah, ça part. Et d'un coup de transition sur la sueur et on voit une vue aérienne de moi en train de pisser dans le chiotte. Sur moi. Petit tips. Attends, on leur donne un petit tips au T-bar qui est bien. Deux tips. On va vous laisser un lien PayPal. Là, ouais, c'est ce que j'allais dire. Oh, mais gros. Et attendez. Ça vaut des consultations. Non, sur le T-bar, mais même sur tous les autres exos. Hein. Surtout sur le dos, vous n'avez pas forcément besoin de faire une tonne d'activation en début de séance, surtout quand vous avez des machines comme la première qu'on a eue, ou la Nautilus que je voulais faire, qui vous permet d'étirer, contracter de manière complète le grand dorsal. Là, pareil, on vous demande simplement une rétraction, une protraction d'omoplate.
la machine vous permet d'étirer et contracter à 100%. Vous n'avez pas à vous mettre sur une poulie et faire des rétractions avec une corde. Par contre, utilisez les séries d'échauffement comme série d'activation pour venir vraiment vous étirer et vraiment venir contracter 5, 6, 7, 8 reps, aussi pour vous mettre dans le bain nerveusement, mais surtout pour vous préparer musculairement. Donc utilisez la bonne escient. Il n'y a pas que de la préparation nerveuse sur la vidéo push. On a fait un pec deck au début en guise d'activation et uniquement une préparation nerveuse sur les haltères parce que les haltères ne vous permettent justement pas de pouvoir contracter maximalement les pecs. C'est pour ça qu'on ne s'en sert pas pour ça. Donc pensez à ça, sur les mouvements qui vous le permettent, de vous en servir comme activation aussi au passage. Après pour le dos, quand vous pouvez, n'hésitez pas à vous faire filmer de dos parce que ce qu'on veut ici, c'est une protraction complète. Donc si vous n'avez pas resserré vos omoplates, vos scapulas dans le dos, vous perdez peut-être 20, 40, 60% de bénéfice du mouvement. Donc faites-vous aider. Là tout à l'heure, c'est juste le fait de mettre la main sur le dos au début. Quand je lui dis t'es bien, c'est juste pour lui faire comprendre qu'il continue sur sa série, qu'il ne se concentre pas trop d'un point de vue ressenti, parce qu'il manque de muscles dessus. Mais le mouvement est parfaitement réalisé. À l'échec, dans tous les cas, ça produira du progrès et il aura un meilleur ressenti quand il aura plus de muscles. Mais la base passe par l'exécution. Et ce qui est top en plus de ça, c'est que vu que j'ai un peu moins d'années d'entraînement qu'Anto, forcément un peu moins d'expérience, d'entraîner avec lui, c'est des tips, c'est con les gars, mais qui me disent d'envoyer, que j'étais bien, ça m'a permis de me pousser dans ma série, quoi. Ce que j'aurais peut-être pas fait tout seul. Et même là, croyez pas, même si je me connais plutôt bien sur ce mouvement, le simple fait que tu me valides le mouvement pendant la série, ça me permet de déconnecter aussi. Hein. Magnifique. Tout seul, 7. En gros. 2, allez. 3, voilà. 4, 5, rien qu'à bouger. Allez, let's go, explosif. Oui, c'était bien. Oui, encore. 6, c'est les mêmes, encore. Oui, 7, en trappe. Au moins une avec moi. Vas-y, ça monte. On avait une dernière. Heureusement que tu m'as aidé, mais ça fait du bien. Théo, est-ce que tu peux nous expliquer comment on assure correctement? Comment on assure correctement? Ouais. Les points clés? Merde, parce que je sais que j'assure bien, mais j'ai fait avec le temps, les gars. C'est inné. J'aime bien la proximité avec la chaîne d'Anto. Là, tu étais proche avec Bastos quand même. Ah, j'étais très proche avec toi, Bastos. T'es proche? Ok, Proche. Vas-y. comment est-ce qu'on assure bien? Alors, toujours laisser galérer son pote. Et justement, un truc que j'ai toujours essayé de faire, peu importe les exos, te donner de l'élan. Alors, Déjà. ouais. Oui. Et en fait, dépendant de l'exo, tu vois, je sais où la tension devient un peu plus difficile. Et je sais à quel moment je dois appuyer un peu plus pour t'aider à tirer ou pousser, tu vois. En fait, ça rejoint le point numéro 1 que je voulais vous donner. C'est que si vous voulez assurer correctement quelqu'un, ne soyez pas en train d'être sur votre téléphone continuellement. Soyez observatif déjà, pour le regarder bouger sur les premières séries. Forcément que vous allez devoir l'aider sur la fin de la phase concentrique, peu importe le mouvement, par défaut. Vous n'allez pas aider quelqu'un à retenir la fin de sa phase excentrique. Il faut l'aider sur le moment où ça devient critique. Un truc, c'est plus facile entre guillemets. Enfin, là, j'ai donné des trucs pour t'aider à toi, puisque c'est un peu plus entre guillemets facile, puisque je sais qu'il bosse déjà en sécurité et qu'il sait ce qu'il fait, quoi. Donc, Oui, déjà ça. Pour un débutant, c'est différent, les gars. En salle, Ouais. j'en ai assuré des clients, mais c'est pas la même. j'allais dire pas la même justement, chose. débutant, faites pas très forcé si vous êtes Voilà. débutant, sauf si vous avez un coach en salle qui vous gère, qui est déjà expérimenté. Et qui vous assure sur des exercices qui sont quand même pas dangereux pour vous, quoi. On s'assure pas sur des deadlifts, les gars, mais souvent on voit des vidéos de gens qui s'assurent sur des deadlifts. Non. Mais là, dans ce cas-là, c'est surtout qu'il arrive en fait à m'assurer pour qu'au moment où je vais avoir une rep qui ne passera pas, et porte qu'on a décidé de faire des reps forcés aujourd'hui, rien ne vous force à faire des reps forcés, qu'il puisse m'assurer pour que ma rep concentrique reste sensiblement à la même vitesse que la rep précédente, Exactement. jusqu'au top du mouvement. C'est
C'est super intéressant ce que tu viens de dire, Anto. On va prendre celle-là, elle est pas tordue. Bon, ouais, pourquoi sont cassés? Puisqu'il y en a un débile qui les a jetés. Bah, toutes, hein. Enfin, il y en a plein. Encore, la dernière série, let's go. Encore. Encore. T'arrêtes pas, t'es bien. Encore, j'en veux 2. Encore une. Bon les gars, on passe. Deuxième machine, idéalement j'aurais dû la faire ou voulu la faire en premier. À la base j'ai testé un pupitre, mais je sors de plus de 5 semaines avec des genoux HS et des poignets HS pour tendinite. C'est la première fois que je me suis blessé de ma vie. Donc là ça fait littéralement 2 séances que j'arrive à peu près à faire les bras avec des 10 kg par main aux haltères. Là aujourd'hui ça allait. Le premier pupitre me faisait mal, donc j'ai pas osé tester un deuxième pupitre. Je suis parti sur une flex qui mime un curl assis, je dirais, aux haltères. J'avais les coudes dans l'axe du buste. J'ai quand même envie de tester celle-là, mais pour les trainings de bras en règle générale, c'est vrai que j'aime bien avoir, même si c'est discutable quand même, un mouvement où j'ai le coude légèrement en avant du plan du buste, un mouvement où j'ai le coude légèrement plus en arrière du plan du buste, pour pouvoir contracter, tirer. De nouveau, ça reste discutable. Est-ce que vous faites une séance de bras? Est-ce que vous faites vos bras après le dos? Il y a aussi un plan sécuritaire en fonction du choix de ces exos. Mais de nouveau, quand je dis en avant et en arrière du plan du buste, en avant ça peut être ici, comme ça peut être ici, en arrière ça peut être là, comme ça peut être ici. Donc j'ai pas donné de précision à ce niveau-là. Mais du coup voilà, j'aime bien avoir ces deux variantes. En général, avoir en premier exo celui où j'ai le coude en avant et le deuxième exo, j'ai le coude en arrière pour m'étirer. D'un point de vue plus logique, on va dire. Bon, ça ne sera pas respecté aujourd'hui. J'ai pu faire 2 bonnes séries à l'échec sur la machine juste avant. On va voir si c'est possible sur celle-ci. C'est surtout le poignet gauche qui m'embête. Donc là, je suis pas embêté. Et on va voir. Et bon, Bastien encore là quelques jours. Donc si on peut éviter de se faire mal maintenant. Et après, je fais quasiment tout le temps mes mouvements de bras en uni pour pouvoir être bien aligné. Mon poignet, mon coude, mon épaule. Plus simple de mise en place. Qu'en billette, la plupart du temps, c'est pas possible. Peut-être sur certaines machines qui seraient réglables. Je sais pas. Mais là, en tout cas, personnellement, j'ai toujours fait les bras en uni ou alors avec des haltères. Curl debout en rotation classique. C'est le no carbs ça depuis 12 semaines. C'est chaud, je suis en no carbs en fait de minuit à 7h. Tous les jours. T'imagines, tu t'entraînes dans cette salle de fou. Ton coach il arrive et te dit ah bébé, viens ici. Hop. Tu mets sur la machine, comme ça. Déjà il prend la seule technogym de la salle. Déjà quand tu l'as à Fitness Park en France, des gens ça pue la merde. On peut dire non, on s'en bat les couilles, on est chez nous. Hein on peut, vas-y. Oui, on peut. Donc imagine, tu as cette machine de merde dans ton fitness park, tu viens à Olympia Gym, tu as fait 9 heures d'avion, tu arrives ici et le mec il te met en unilatéral. C'est peut-être pas... Non, je rigole. Allez à toi, je te laisse. Merci à tous. À la semaine prochaine. Bon, du coup, séance poule terminée. On va surtout profiter des vidéos ici, comme vous l'avez vu, pour vous donner un max de tips. Parce qu'en termes d'entraînement, comme on teste des salles différentes à chaque fois, on n'a pas la même programmation que d'habitude, pas toujours les mêmes nombres de jours de repos, etc. C'est vrai que c'est un petit peu... ça perturbe un petit peu tout. Au niveau de l'entraînement, ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est de rester sur 6-8 séries, je vous dirais, à l'échec sur les gros muscles. Puisqu'on a à peu près, je dirais, 3 jours de repos avant de refaire la même séance. Donc on ne peut pas non plus se permettre de se cramer en termes de volume.
En règle générale, même quand on a des rappels, on fait au max certains muscles 2 fois par semaine. On met souvent l'accent sur une séance principale avec un peu moins de volume sur la seconde, mais c'est toujours bien réparti à manière égale. Et en tout cas, étant donné qu'on est d'habitude sur une programmation qui est fixe, avec les mêmes mouvements, c'est facile de faire monter ou descendre le volume en fonction de nos capacités de récup. Là, c'est pas trop le cas, donc du coup, c'est pour ça que vous avez des séances où il faudra surtout en profiter pour la partie tips, conseils, un peu moins sur la session en elle-même par rapport à ce que nous, on pourrait faire d'habitude. Sinon, pour aujourd'hui, si j'en reviens un petit peu à ce que je vous disais au début, et en tout cas en termes de conseils sur la programmation d'une séance de dos, déjà dans un premier temps, après pull, si vous voulez ajouter des biceps et de l'arrière d'épaule. Mais déjà, si vous voulez être simple, je vous parle plus d'un profil type débutant, une variante de soulevé de terre. Alors, je ne rentre pas dans les détails sur la variante que vous allez choisir, mais en tout cas, vous avez le but le plus parallèle au sol, parallèle par rapport au sol. Cette variante peut être mise sur le dos, peut être mise aussi sur une séance de chaîne poste, selon la variante que vous allez choisir, un RDL, un SLDL. Je ne suis pas forcément un fan des rack pull, simplement parce que la plupart du temps, le simple fait de vous surélever fera que vous aurez moins d'extension possible et du coup un buste qui est moins parallèle par rapport au sol. C'est bien parce que moi j'en mets dans mes programmes. Du rack pull alors, tu sais que je le faisais à une époque, alors du rack pull où je mettais deux gros bumpers, tu sais, sur le côté, mais c'est parce que j'arrive pas. En fait, si je fais un SLDL avec le buste parallèle au sol, en fait, avec les bumpers sur le côté, je suis parallèle au sol. Si tu veux, ça me demande trop d'amplitude que de devoir poser la barre au sol en gardant les jambes tendues. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on compte comme un rack pull? Plus ou moins. Mais le rack pull, et alors attends, parce que je fais une petite précision, c'est pas forcément une mauvaise chose. En fait, le seul truc, c'est que si vous voulez bosser vos érecteurs, il faut avoir le plus de flexion-extension au niveau du buste. Mine de rien, ce qui est intéressant sur un rack pull, mais sur une extension de hanche en général, mais surtout sur un rack pull, c'est que la charge est plus importante. Donc forcément, quand vous êtes en position debout, vous avez forcément un étirement de manière isométrique sur votre trapèze sup. Après, la question, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment intéressant de faire un rack pull vraiment dans l'optique de développer des trapèzes sup sur l'isométrie en haut du mouvement. C'est pas forcément une mauvaise chose pour un débutant. Après, sur un pratiquant avancé, le problème que vous allez avoir, c'est la fatigue induite par l'exo pour le reste de la séance. Quand vous avez quelqu'un qui peut tirer un rack pull à 240, avancé. Voilà. Merci. Si vous avez un rack pull à 240, 260 ou 280, d'un point de vue fatigue nerveuse, c'est discutable. Si vous avez un rack pull dans votre prog et que vous êtes à 140 kg sur un rack pull, théoriquement, nerveusement, il n'y aura pas énormément d'impact. Donc, ça reste quand même discutable. Et de nouveau, il est dit, j'en mets dans mes progs. Si on parle d'un profil débutant, je préfère apprendre un rack pull à quelqu'un, puis un soulevé de terre traditionnel, puis éventuellement un RDL. Et alors que si vous avez un petit peu d'expérience, et notamment de coaching en salle, vous avez probablement remarqué par vous-même que faire apprendre un SLDL à un débutant qui n'a jamais fait une extension de hanche de sa vie, c'est une mission impossible. Donc je suis d'accord aussi sur le fait de le faire par palier d'évolution. En online, c'est plus difficile, on n'est pas avec les gars, ça prend plus de temps. Vous devez comprendre, surtout sur le online, puisqu'on l'a beaucoup vu au travers des différentes consultations qu'on a données, ou qu'on donne, que tous les coachs qui ne passent pas par la salle, malheureusement, n'ont pas cette expérience-là, et ont tendance, mine de rien, à oublier qu'un débutant passe par des étapes de progression, et qu'on ne peut pas mettre un débutant sur un développé décliné aux haltères en claquant des doigts. Et qu'il y a des exercices qui sont hyper intéressants pour eux. Je vous parlais du développé couché à la barre dans la vidéo précédente. C'est un excellent exercice pour un débutant qui n'a jamais touché une haltère ou une barre de sa vie. Mettez-le déjà, ne serait-ce que dans une position déclinée, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc allez-y vraiment tranquille, étape par étape. Ouais. Bon, je reprends ici ce qu'on a été coupé juste avant. Que les exos, oui, je vous disais que les exos sont évolutifs. Et souvent, quand vous partez directement sur du online et que vous n'avez pas l'expérience de la salle, malheureusement, c'est des notions qui sont un peu compliquées à avoir au début, des notions qu'on peut vous donner, mais des notions qui ne sont pas faciles à concevoir. Donc, si on en revient à la séance de pull ou de dos, une variante d'extension de hanche, ça c'est important pour vos érecteurs. Votre abs aussi, même si on reste sur de la contraction isométrique dans ce cas-là. Un exercice de grand dorsal, donc ici un tirage
pourquoi pas en supination ou en prise neutre, en unilatéral selon votre niveau. Si vous êtes expérimenté, ça peut être bien. Si vous ne l'êtes pas, je ne vous le recommande pas forcément dans un premier temps, ça viendra plus tard. Un exercice type T-bar comme on a fait ou rowing bar buste penché. De nouveau, ça va dépendre de votre programmation, des séances que vous avez eues la veille ou le lendemain. Mais donc on a déjà un exo d'extension de hanche, un exo à focus de grand dorsal avec les coudes dans l'axe du buste, un exo de mid-traps, de traps moyen avec les coudes ouverts. Pourquoi pas, si vous voulez l'avoir de manière dynamique, un exo d'extension de hanche, type extension lombaire. Ça peut toujours être intéressant. Et là-dedans, éventuellement, si vous voulez un 5e exo, mais là du coup on n'est plus chez un cas débutant, d'avoir un exo de grand dorsal en trajectoire horizontale, comme le rowing bûcheron qu'on a fait nous. Vous pouvez aussi le faire si vous avez un niveau avancé, ça fait déjà 5 exercices, qui est amplement suffisant. Quand j'ai pas les extensions lombaires, c'est vrai que j'aime bien avoir un exo quand même de pull down avec les coudes, en tout cas ouverts par rapport au buste, surtout pour la partie autour des grands ronds et de la scape. Mais sinon, la plupart du temps, si vous voulez vraiment 5 exos sur une séance de dos en étant avancé, déjà à raison de 2 séries, voire peut-être 3 sur certains, ça vous fait du 8-12 séries déjà à l'échec dessus. C'est déjà costaud encaissé. Mais en termes de programmation de dos, la plupart du temps, on tournera autour de ça. Pour les biceps, comme je vous l'avais dit là-haut, c'est assez simple. La plupart du temps, j'ai un exo où j'ai le coude qui est plus ou moins en avant du buste et un deuxième exo qui est avec le coude qui est plus ou moins en arrière du buste. Donc ça, c'est dépendant du confort de chacun. Un exo de curl marteau, mais en général, celui-là, j'aime bien le mettre sur une autre séance. Ne pas le mettre forcément à la fin d'une séance de dos parce que vous êtes déjà relativement rincé à ce stade. Et si vous voulez faire une séance de pull en exercice d'arrière d'épaule, si vous êtes débutant, je vous conseille déjà de vous focaliser sur vos exos de tirage coude ouvert. Vous n'avez pas forcément besoin de partir sur un pec deck quand vous êtes vraiment débutant. Focalisez vos tirages coude ouvert, ça viendra. Mais si vous êtes avancé, la plupart du temps, j'aime bien les exos type reverse pec deck. Surtout quand vous avez de bons pec decks. C'est vrai que là, on a eu accès à un pec deck prime pendant quelques semaines. Mais c'est sûr que quand vous avez des pec decks de cette qualité-là, ça fait la différence. Ouais. Mais un reverse pec deck, en général, je programme uniquement ça. Si la machine n'est pas bonne ou pas de bonne qualité, un exo aux haltères en général fait amplement l'affaire. Pourquoi pas avec le buste en support, histoire d'avoir un peu plus de stabilité sur un muscle qui est déjà difficile à recruter et qui est difficile de maîtrise en termes d'exécution. Et je pense qu'on a à peu près fait le tour pour une bonne séance de pull.